Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction. Les dirigeants européens sont en ce moment même en sommet informel à Salzbourg. Au menu notamment l'immigration et les frontières, deux sujets hautement sensibles qui font vaciller l'Union européenne, alors même que le flux de réfugiés s'est considérablement tari. De quoi alimenter en tout cas l'euroscepticisme sur lequel bon nombre de partis démagogues comptent s'appuyer pour les prochaines élections européennes du printemps prochain. Avec nous en plateau pour discuter et débattre de tous ces sujets, Paolo Levi, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant italien à Paris pour l'ANSA et la Stampa. Nous sommes également en direct avec Boton Feledi, un politologue hongrois. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis Nicolas Barotte, le correspondant du Figaro à Berlin, habitué de l'émission. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler avec vous d'abord, avant de parler donc de l'immigration, des frontières, du timing, c'est important. Vous allez le voir sur cette carte, l'immigration accapare tous les sujets aujourd'hui en Europe, alors que le nombre de réfugiés a été divisé, par exemple pour la route de la Méditerranée orientale, par 20 entre 2015 et 2017. Je voulais d'abord vous poser la question à vous, Nicolas Barotte. Vous avez suivi, par exemple, ces tensions à Chemnitz. Vous avez fait des reportages pour le Figaro. Vous suivez l'évolution de l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne, qui continue sa progression, en tout cas dans les sondages. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce que la question migratoire, la question de l'intégration des migrants en Europe et la question de l'identité européenne ont été des sujets qui n'ont pas été traités et réglés pendant des années par les dirigeants européens. Ces questions-là, d'identité, elles remontent à très loin. Il faut se souvenir qu'en 2005, au moment du référendum sur la Constitution européenne, il y a déjà eu un long débat sur fallait-il ou non inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans le texte. La victoire de Viktor Orban en Hongrie date de 2010, son discours sur l'illibéralisme date de 2014. Donc on voit bien que ces questions d'identité sont plus anciennes que la simple crise qu'on a vécue. Donc 2015, avec cette vague de réfugiés, a joué un rôle d'étincelle, de déclencheur pour réveiller des angoisses qui existaient déjà dans les sociétés européennes et en Allemagne. Ça ne touche pas seulement des sociétés qui vont mal économiquement. La question économique n'est pas le seul critère pour expliquer pourquoi ces angoisses sont revenues sur le devant de la scène. On l'a vu dans les pays nordiques, où l'extrême droite fait des très bons scores. L'Allemagne va bien économiquement, mais l'AfD progresse. Ces partis-là surfent sur l'absence de réponse apportée par les dirigeants européens à l'intégration des migrants et à la question fondamentale de l'identité européenne. Merci Nicolas. Et justement, ça nous fait une passerelle avec l'Italie, ce qui a changé depuis 2015, bien sûr. Paolo Levi, c'est l'arrivée au pouvoir en tant que ministre de l'Intérieur de Salvini. Comment est-ce qu'on explique du coup le timing en Italie ? Est-ce que c'est parce que la réponse du parti de la Ligue, par exemple, a mis un petit peu de temps à s'organiser face à ce problème des réfugiés en Italie ? Oui, disons qu'une réponse structurée à ce problème avait été déjà donnée par le précédent gouvernement, bizarrement un gouvernement de centre-gauche, le Partito Democratico, qui à un certain moment a mis aux manettes un ministre de l'Intérieur très très costaud et qui lui-même a commencé à opérer un tour de vis en quelque sorte sur les arrivées des migrants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en Italie on enregistre une chute assez considérable, 80% plus ou moins des arrivées qui aujourd'hui se déplacent vers l'Espagne. On l'a vu, c'est tout récent, cette info comme quoi la France a décidé d'augmenter le dispositif policier à la frontière espagnole dans les Pays Basques parce qu'on enregistre jour après jour de plus en plus de migrants qui passent par cette voie-là. Donc, un travail de longue haleine qui a été commencé par le précédent gouvernement et qui est arrivé ensuite avec Matteo Salvini à cette décision choc de fermer les ports italiens qui a en quelque sorte verrouillé complètement l'Italie. Et aujourd'hui, l'Italie est presque imperméable, devenue presque imperméable à l'arrivée des migrants. Folon, Beledi, la même question pour vous, Boton Feledi, pardon, concernant la Hongrie. La Hongrie, on le rappelle, qui avait accueilli certes 175 000 demandes d'asile en 2015, mais qui en 2017 n'en a reçu plus que 3 000 et n'en a accepté que 1 200. Est-ce que la Hongrie est réellement concernée par ce problème migratoire ?
En fait, il faut bien discerner entre l'immigration actuelle, alors ce qui arrive, et le discours politique de M. Orbán et le gouvernement hongrois, qui parle plutôt de multiculturalisme, des sociétés parallèles. Alors maintenant, le discours politique focus aussi bien sur cet état donné, état de la société et les défis que les pays en Occident font face vis-à-vis de leur immigration préalable, que les actuels immigrés ou les demandeurs d'asile qui techniquement n'arrivent pas en Hongrie depuis la fin de 2015. Merci Boton Fedeli. Une autre question maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur ce qui anime eh bien justement ces dirigeants européens à ce sommet de Salzbourg. On va d'abord s'intéresser à, excusez-moi une petite seconde, voilà, à l'objet des discussions et donc sur cette fameuse renforcement de la force Frontex qui pourrait donc être portée à 10 000 hommes. On va d'ailleurs écouter à ce sujet le chancelier autrichien Sebastian Kurz qui était à la rencontre d'Angela Merkel il y a quelques jours. Wir gerne das unterstützen würden, was Jean-Claude Juncker vorgeschlagen hat, was auch schon lange von uns eingefordert wird, nämlich eine Stärkung von Frontex, personell, nicht irgendwann, sondern schon im Jahr 2020, aber auch eine Ausweitung des Mandats, damit Frontex auch mit Transitländern zusammenarbeiten kann. Nicolas Barrot, ce que vous ne voyez pas sur ces images, mais c'est bien Angela Merkel qui était à côté de Sebastian Kurz pendant ce discours sur l'évolution comme ça de la réponse à apporter face aux migrants. Qu'apporte la chancelière allemande dans son sac pour ces négociations au sommet de Salzbourg ? Elle a beaucoup d'idées, mais elle a peu de résultats pour l'instant. Elle tente d'avoir une solution européenne à la crise migratoire depuis 3 ans maintenant, mais elle se heurte à un manque de solidarité fondamentale entre pays européens. Certains d'entre eux, notamment les pays d'Europe centrale, refusent catégoriquement d'accueillir une part des réfugiés. Les pays d'entrée, les pays du Sud, comme l'Italie ou la Grèce, ne veulent pas porter seuls le fardeau de ces réfugiés. Parce que la règle initiale en Europe, c'est celle de Dublin, qui prévoit que le pays responsable pour la demande d'asile, c'est le pays d'entrée des migrants. Donc ça, c'est possible quand il y a peu de gens qui arrivent. Mais quand on voit des masses de réfugiés arriver sur les côtes grecques ou beaucoup d'autres en Italie, ça devient ingérable pour ces pays. Et donc, ils ne veulent plus devoir gérer l'accueil de ces migrants. Donc, ce que la chancelière a proposé, c'était cette idée de renforcer Frontex, de faire des gardes frontières européens. Mais ça pose un problème de souveraineté pour les pays qui vont abandonner le contrôle de leurs frontières. Ça suppose qu'en contrepartie, ils fassent un effort aussi peut-être de solidarité. Et ça suppose aussi, si les migrants sont contrôlés aux frontières, qu'ils gèrent ces personnes. Et ça, la Grèce ou l'Italie n'en veulent pas. Donc ce que propose l'Italie ou d'autres, c'est une répartition des migrants en Europe. Et comme on l'a vu, il y a débat au sein de l'Union européenne là-dessus. Alors une dernière idée qui était proposée, notamment par les partis populistes, c'est de créer des centres de débarquement à l'extérieur de l'Union européenne, dans les pays de départ. Et évidemment, ces pays-là ne veulent pas gérer ce problème. Et d'ailleurs, comment, avec quel argent et quel contrôle. Donc ces propositions de plateforme de débarquement sont irréalistes et d'ailleurs ont été abandonnées. Merci Nicolas. Et justement, on va parler des hotspots, ces fameux centres d'accueil de migrants dans une poignée de secondes. Mais c'est intéressant ce que vous disiez sur le sentiment de perte de souveraineté nationale. En Hongrie, il est très fort puisque Viktor Orban, par exemple, s'est opposé à cette idée de développer à ce point Frontex. Un commentaire là-dessus, peut-être, Boton Fedeli. Oui, voilà. La question centrale pour M. Orbán, c'est vraiment la compétence autonome du Frontex. Est-ce que le Frontex sera capable d'agir d'une façon autonome afin de garder les frontières extérieures de l'UE que la Hongrie a fait depuis 2015? Alors, dans son interprétation, c'est une perte de souveraineté et on voit très bien que depuis les dernières 8 années du gouvernement de M. Orbán, il était toujours au fond souverainiste. Alors, une Europe des nations, c'est-à-dire qu'il refuse plutôt en principe toutes les solutions supranationales
malgré que le problème de l'immigration reste un problème et un défi global. Paolo Levi, on l'a évoqué, l'Italie qui n'est pas vraiment sur la même ligne qu'Angela Merkel ou Emmanuel Macron sur les solutions à apporter face à la... Non, bien sûr, l'Italie, elle réclame ce que vient d'être rappelé par votre correspondant à Berlin, c'est-à-dire une répartition systématique et obligatoire des réfugiés qui arrivent sur notre territoire par un principe très simple. Qui débarque en Italie ne débarque pas en Italie, mais débarque en Europe. C'est-à-dire que ces côtes-là sont avant tout des côtes européennes. Sur la base de ce principe, l'idée était de mettre en place une forme de solidarité européenne, comme on a pu le voir de façon un peu improvisée ces derniers temps avec des arrivées de migrants sur des bateaux humanitaires, je pense à l'Aquarius, mais même à d'autres, où ces petits échantillons, en quelque sorte, passez-moi l'expression, de personnes ont été repartis, y compris en France. Voilà, de rendre systématique ce modèle-là. Hélas, c'est très difficile à mettre en place parce que voilà, il y a une fracture très très profonde entre pays et les autres ne veulent pas se prendre en charge de ce fardeau-là. On va justement rentrer un petit peu plus dans les détails avec donc ces fameux hotspots que certains veulent construire. Eh bien, vous l'avez dit Nicolas, de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Libye par exemple, et d'autres comme Emmanuel Macron que vous allez entendre, qui souhaiteraient voir construire ces fameux centres sur les rives des pays de première arrivée, donc c'est-à-dire l'Italie ou la Grèce par exemple. Le président de la République s'exprimait là-dessus le 29 juin à Bruxelles. Pour ce qui est des centres en Europe, c'est sur une base volontaire premièrement, et dans les pays qui sont les pays de premier accueil, comme je l'explicitais à l'instant. Et donc c'est aux pays qui sont les pays de premier accueil de dire s'ils sont candidats à ouvrir de tels centres et s'ils le souhaitent. Certains l'ont exprimé hier clairement autour de la table, mais il leur appartient de le faire publiquement. Je vous remercie beaucoup. Nicolas Barotte, vous avez vu ces images. Le sourire en coin d'Emmanuel Macron en dit beaucoup, je trouve, à la fin de cette intervention. Ça traduit bien sûr l'impasse des Européens sur ce dossier. Impasse d'ailleurs à laquelle fait référence un commentaire d'internaute, Sylvie, qui nous dit « Alors il faut donc accueillir des migrants, mais chacun veut que ce soit son voisin qui les accueille ». C'est un petit peu le résumé de ce problème, Nicolas. Oui, absolument, c'est tout à fait ça. Le président l'a dit, c'est une base volontaire. Évidemment, aucun pays n'est volontaire pour créer ces centres de débarquement qui vont fixer les migrants sur le territoire, que ce soit grec, espagnol, italien ou autre. Donc cette solution, elle ne fonctionne pas. Des hotspots ont déjà été mis en place après la grosse crise de 2015. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Et comme vous le dites, tout le monde est prêt à accueillir des migrants, mais jamais chez soi et toujours de manière assez mal vue. On peut citer par exemple un sondage qui a été réalisé par un institut américain, Pew, qui montre qu'une écrasante majorité des Européens sont favorables à l'accueil, 77%. Mais quand on voit dans le détail, chaque pays est extrêmement critique avec la façon dont l'Europe gère les migrants. Par exemple, en Grèce, 80% des gens sont pour l'accueil, mais 92% critiquent la façon dont l'Europe gère ce sujet. Ça illustre bien le dilemme de l'Europe des Européens. Merci Nicolas. C'est vrai Paolo Levi, on a l'impression que c'est un faux débat finalement, cette idée des hotspots, puisque on vient de voir les limites sur la possibilité d'accueillir ces hotspots en Europe, sur le territoire de l'Union européenne. Il y en a une autre si on installe ces hotspots au Maroc, en Libye, en Tunisie, c'est qu'on va l'Union européenne va financer ces centres sans forcément avoir le contrôle sur ce qu'il se passe, et peut-être que ces pays n'auront pas l'impression de devoir absolument respecter les droits de l'homme au moment où les migrants viendront. Ah non, à l'heure actuelle, il est absolument inconcevable de pouvoir installer un hotspot, par exemple en Libye. C'est un pays qui est en train de vivre une situation complètement anarchique. Il n'y a pas un État. Le jour où peut-être il y aura vraiment
un vrai État et un respect des droits fondamentaux en Libye, bien sûr, on pourra commencer à envisager peut-être une solution. Mais aujourd'hui, on est très, très, très loin de ça et il faut gérer une urgence qui est là. Et même si les chiffres sont en baisse, ce n'est pas demain la veille qu'on va installer des hotspots dans la rive sud de la Méditerranée. Donc c'est quelque chose qui est récurremment évoqué par les partis populistes, mais c'est surtout un slogan électoral en vue des prochaines élections européennes. Et c'est ce que nous dit également un internaute. Je vais vous lire son commentaire. Votant Feledi, vous pourrez peut-être ensuite le discuter. Ces camps ne fonctionneront pas, nous dit JPTF. C'est uniquement un moyen de gagner du temps et cela va développer des bidonvilles où tout sera permis. Et voilà, cette question, mais en principe, la volonté d'aider sur place est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans la lignée. Alors, certainement, il faut aller jusqu'à les zones de conflit et les pays voisins à essayer de fournir le nécessaire aux réfugiés sur place ou sur les pays voisins. C'est ce que l'Allemagne a essayé de faire avec le compromis fait avec la Turquie. Alors, il y a des bons exemples. On voit que pour l'Australie, par exemple, ça ne marchait pas trop bien au niveau des droits de l'homme avec les camps délocalisés dans la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais ça reste toujours dans le contexte, est-ce qu'il y a une intervention militaire par les Européens? Est-ce qu'on peut assurer la restauration de Libye comme vous l'avez mentionné? Alors, il nous est impossible de concevoir l'idée des hotspots en tant que soit sans avoir tenir en compte ce qui se passe au niveau militaire et au niveau régional, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Arabie Saoudite se permet de faire avec les réfugiés qui ne sont pas exactement de même religion qu'eux. Et il y a des autres questions que je ne vois pas que les pouvoirs européens essayent de vraiment trancher. Allez, on passe à la troisième partie de cette émission sur les conséquences en Europe, notamment à l'aune de ces élections européennes qui se profilent au printemps prochain. L'immigration, vous l'avez vu, donc fige tous les débats, polarise la classe politique et les démagogues de tous côtés qui habilement parviennent à transformer le clivage droite-gauche en un clivage pro ou anti-immigration. Écoutez par exemple les discours de Viktor Orban et Matteo Salvini, c'était le 28 août dernier à Milan. Posso dire che stiamo lavorando ognuno nel suo campo per costruire una futura alleanza che escluda i socialisti, che escluda le sinistre e riporti al centro i valori, le identità che i nostri movimenti politici e i nostri governi rappresentano. Ci sono due campi. Az egyiket Macron vezeti. Uno guidato da Macron. Föl akarja robbantani az Európai Néppártot, úgy, mint ahogyan tette ezt a francia pártrendszer. Vuole fare esplodere il Partito Popolare Europeo, così come lo aveva fatto col proprio sistema partitico francese. Ő vezeti azt a politikai erőt Európában, amelyik migrációt támogatja. Lui è alla guida di quella forza europea che sostiene la migrazione. Macron a migrációt támogató pártok vezetője ma Európában. Lui, Macron, oggi in Europa è il capo di quei partiti che appoggiano la migrazione in Europa. Itt vagyunk mi, akik meg akarjuk állítani az illegális migrációt. Qui d'altra parte ci siamo noi che vogliamo fermare la migrazione illegale. Paolo Levi, un commentaire sur cette Europe qui est peut-être en train donc de se fissurer et qui fait écho encore à un commentaire d'un internaute en direct. Je pense que c'est la fin des États indépendants et ce n'est pas cette Europe que je veux. Je pense qu'il faut encourager les spécificités et l'identité. Oui, un n'exclut pas l'autre. Effectivement, la grande richesse de l'Europe est cette diversité, mais la devise de l'Europe est unie dans la diversité. Donc les deux choses, un n'exclut pas l'autre, surtout que ça fait des siècles, sinon des millénaires qu'on se côtoie et on s'influence l'un l'autre et c'est toute la beauté de l'Europe. Après, en regardant ces images de Salvini et Orban ensemble, c'est vrai que c'est une alliance assez paradoxale parce que Salvini reçoit à Milan le monsieur qui
le moins de tous en Europe a fait preuve de solidarité. C'est-à-dire que c'est vraiment l'exemple même, l'incarnation de cette Europe qui refuse cette répartition. Alors qu'il l'a demandé à Bruxelles sur le dossier des migrants. Voilà, donc c'est une alliance complètement paradoxale. C'est presque une alliance masochiste pour Salvini. Et ça crée forcément aussi un conflit en interne, en politique interne italienne. Bien sûr. La Ligue et le mouvement 5 étoiles ne sont pas forcément sur la même zone. Cette fracture-là, une énième, donc dans un pays très baroque comme l'Italie, ça finit pas d'ouvrir des boîtes russes, des poupées russes. Mais non, une dernière chose, c'est aussi le fait qu'il faut aussi, à un certain moment, ramener les choses à leur juste proportion. C'est-à-dire que ce thème des migrations est un thème très, très pratique parce qu'il parle aux citoyens, c'est quelque chose de facile à comprendre, ça répond vraiment à une inquiétude qui est très très répandue en Europe, mais au moins pour ce qui concerne l'Italie, il y a eu une chute phénoménale des arrivées, moins 80%, je le rappelle, mais c'est un thème en même temps qui est extraordinaire d'un point de vue électoral pour les prochaines échéances européennes des élections. Je fais toujours l'exemple de la météo. Aujourd'hui, quand on regarde la météo, on nous parle de la température qu'il y aura demain à Paris, la vraie, donc disons 20 degrés, et la température ressentie. Voilà, aujourd'hui, dans l'opinion publique européenne, il y a un ressenti, donc une température ressentie par rapport à cette question migratoire qui est bien plus élevée par rapport à la vraie température scientifique qui est beaucoup moins grave que ce dont on parle. Mais c'est un thème hyper pratique pour tout le monde, pour Orban, pour Salvini et pour tous ceux qui veulent gagner les élections. Et ils auront l'occasion de vous répondre, mais très vite, Henri nous dit « Pauvre Italie qui va se marginaliser en Europe sur ce sujet et bien d'autres. In fine, ce sont les Italiens qui vont payer les frasques de ces populistes. » Vous êtes d'accord ? En quelque sorte, oui, parce que si Salvini s'allie avec le monsieur qui veut ériger des murs et ne pas participer de cette solidarité européenne, en recevant en même temps, parce que quand il s'agit en revanche de prendre l'argent de l'Europe, là il ne met pas des murs, mais il est plutôt favorable. Donc si on participe à un club ou quand on est dans par exemple dans une copropriété, chacun contribue de ses droits, mais même doit répondre à ses devoirs. Et la Hongrie aujourd'hui ne répond pas à son devoir de solidarité. Elle peut, bien sûr, elle est dans son droit quand elle refuse, mais alors elle doit aussi renoncer aux bénéfices. Et donc, cette opposition entre Salvini et Orban, elle fait face à celle que l'on pourrait dire plus européiste de Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, mais qui adaptent leur discours face à cette nouvelle donne. Nicolas Barotte, vous pouvez peut-être nous en dire un mot. On a par exemple un internaute, Ressus, qui nous dit « Macron est pragmatique, il veut sa primauté européenne et va suivre l'axe anti-migratoire. Angela Merkel, il faut le dire, a depuis 2015 largement adapté son discours et sa politique pour répondre à cette peur, à cette exigence des Allemands. Oui, bien sûr, on est passé d'une culture d'accueil très clairement exprimée à une politique beaucoup plus prudente. Les discours sont radicalement différents en Allemagne depuis 3 ans. Et Angela Merkel ne fait plus de selfies avec des réfugiés comme elle a pu le faire auparavant. Du côté français, il faut aussi remarquer que Emmanuel Macron a loué pendant la présidentielle Angela Merkel pour ses valeurs, mais dans la pratique, la politique française migratoire est elle aussi restrictive, limitée et assez réaliste, parce que ces dirigeants voient bien la poussée des partis extrêmes, des populistes, et le danger que ça suppose pour leur propre gouvernement, pour la démocratie. Angela Merkel a répété plusieurs fois que la crise migratoire était plus grave que la crise financière finalement, et que cette crise sous l'immigration mettait en jeu même l'avenir même de l'Europe. Donc elle a bien souligné quelque chose qui oblige les dirigeants à réagir. Et malgré le fait qu'elle réponde justement à ces peurs, l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne, continue de grimper dans les sondages. Comment vous expliquez du coup ce paradoxe, Nicolas Barotte ? On pourrait s'attendre, comme Angela Merkel adapte son discours, à ce qu'elle tue, politiquement en tout cas, l'AfD en récupérant ses voix. Tout simplement parce qu'il ne suffit pas de changer de discours pour être crédible. Et au bout de 3 mandats, et son 4e mandat, Angela Merkel est lestée par son passé et les gens ne la croient pas forcément dans ses discours sur ses ambitions. Et comme on l'a vu, la solution ne peut être qu'européenne et pour l'instant, elle n'a pas été trouvée.
n'a pas été trouvé. Et les solutions qui sont esquissées déclenchent toutes des polémiques. Une autre piste qui est proposée par Angela Merkel, c'est de négocier des accords avec les pays d'origine pour bloquer les migrants, comme elle l'a fait avec la Turquie en 2016. Mais elle a été très critiquée pour cet accord, et ça pose des problèmes de remettre le sort des flux migratoires à des pays qui ne sont pas démocratiques. Là, actuellement, l'Europe discute avec l'Égypte, ça pose question aussi. Bien sûr, Nicolas. Botton-Feledi, un mot sur la façon dont l'Europe évolue face à cette problématique avec, vous allez nous en parler bien sûr, le problème du PPE, le Parti populaire européen, où siègent côte à côte les formations d'Angela Merkel et de Viktor Orban. Est-ce que pour vous c'est tenable tout simplement à quelques mois d'une élection européenne ? Oui, tout à fait. C'était assez étonnant de voir que le PPE en deux tiers a voté en faveur de la force Argentini, c'est-à-dire contre le gouvernement Orban. Surtout que la Hongrie a essayé, pendant la dernière 8 années du gouvernement Orban, de maintenir une relation bilatérale avec l'Allemagne à un niveau acceptable. C'est-à-dire, au niveau économique, c'est très important pour la Hongrie. De rester dans une relation plus favorable avec Berlin et risquer au niveau européen, au niveau du PPE, de rompre cette relation, ça peut avoir des conséquences et des conséquences économiques à une mesure très importante dans l'économie hongroise. Aussi, c'est très difficile, et il faudrait souligner que c'est très difficile d'imaginer une plateforme nationaliste européenne, droite du PPE, qui pourrait vraiment fonctionner. Alors, même entre Salvini et Orban, il y a des points contentieux, mais regardons l'exemple qui démontre très bien comment ils sont incompatibles, ces forces nationalistes, que Kurz, le chancelier d'Autriche et son parti dans le Parlement européen, a voté aussi en faveur du rapport Sargentini. Alors, c'est très difficile pour le moment d'imaginer, en outre du narratif antimigratoire, si ces partis nationalistes peuvent vraiment s'entendre sur un but commun constructif. Et la question de la place de Viktor Orban au PPE, on vous la posait sur Twitter depuis hier. En vue des élections européennes, le PPE doit-il exclure le Fidesz de Viktor Orban ? Et vous étiez 62% à nous dire non. Qu'en pensez-vous, Paolo Levi ? Il y a un problème de clarté politique. Quand doit-il se régler ? Ça arrive assez rapidement pour le coup, les élections européennes. Là. Il y a certainement un problème de clarté politique, un problème pour certains aspects aussi d'incompatibilité de valeurs. Et on a vu il y a quelques jours que le PPE a voté pour l'article 7 qui prévoit des possibles sanctions contre la Hongrie pour la violation des valeurs fondamentales. Donc il y a un débat au sein même du PPE. Mais au PPE, c'est hyper intéressant et c'est toute la beauté des grandes formations politiques européennes. Il y a une partie du PPE qui dit non, gardons Orban chez nous parce que c'est une sorte de garde-fou, parce qu'une sorte de verrou pour empêcher qu'Orban aille avec une potentielle formation, cette fois-ci vraiment d'extrême-droite, et pour démonter définitivement l'Europe. Garder Orban dans la famille du PPE est en quelque sorte une garantie et ça permet un moyen qui permet de le contrôler quelque part. Donc c'est la question ouverte. Nicolas Barotte, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de garder un allié turbulent plutôt que de l'exclure ? Et un autre bruit de couloir qu'on peut entendre, c'est le fait de garder Viktor Orban au moins jusqu'aux élections européennes, puis de lui indiquer gentiment la sortie dès l'instant que le PPE remporte une fois de plus, peut-être, une majorité au Parlement. C'est typique d'Angela Merkel, qui est la personnalité dominante du PPE, parce que son parti, la CDU-CSU, est le parti dominant au sein du PPE. Donc c'est elle qui fait un peu la pluie et le beau temps dans cette formation. Et depuis le début, elle a souhaité garder Viktor Orban au sein du PPE. Ça permet à la droite européenne d'avoir une avance au Parlement européen, d'avoir de la stabilité, de pouvoir contrôler le Parlement européen. Donc il y a un avantage électoral qui est très fort. Alors aujourd'hui, elle est confrontée à quelque chose de très compliqué. C'est qu'aussi bien Emmanuel Macron dit qu'il faut choisir entre Merkel et Orban, les deux ne sont pas possibles. Elle-même a des relations exécrables avec Viktor Orban et sur le fond des solutions, elle est en désaccord
total avec lui. À Berlin, on imagine sanctionner la Hongrie pour manque de solidarité. Donc c'est très compliqué de sanctionner le gouvernement d'un côté et d'être allié avec le Fidesz au sein du PPE. Alors Angela Merkel, qui n'aime pas trancher, qui est très prudente, va tenter de repousser la décision le plus loin possible. Et on verra bien après les élections, suivant le rapport de force, si elle peut se séparer de Orban sans dommage ou si elle en a besoin pour que le PPE obtienne, par exemple, la présidence de la Commission européenne. Merci Nicolas. On va terminer avec quelques commentaires et questions d'internautes que je vais vous soumettre. Alors, Céréal nous disait sur le Figaro.fr, l'Italie et la Hongrie sont sur la même page. Pourquoi ne s'arrangent-ils pas entre eux pour trouver une solution? On a vu que c'était plus compliqué que ça, puisque Salvini n'est pas à la parole de toute l'Italie, pour le coup. On pourrait répondre avec 1000 éléments. Un seul, le plus simple peut-être géographique. L'Italie est une sorte de porte-avions complètement immergé en Méditerranée. Orban, il est tout au nord, donc rien que ça, rien qu'élément géographique montre clairement que les intérêts sont divergents. Marie-Claude nous dit, arrive-t-on vraiment à recenser les migrants qui sont de vrais réfugiés politiques? Nicolas, peut-être un mot là-dessus. Certains accusaient l'asile de devenir une autre filière d'immigration. C'est vrai, qu'est-ce qu'on répond à Marie-Claude? Que c'est effectivement très, très difficile, que les situations sont très différentes aussi suivant les pays qui traitent des personnes d'origine différente. Par exemple, pour être très concret, les gens qui fuient la Syrie ont 90% de chances d'obtenir l'asile. En Allemagne, c'est le principal pays d'origine des migrants. En France, en revanche, il y a beaucoup de demandes d'asile. Le premier pays qui envoie des migrants, c'est l'Albanie. Et les Albanais, il faut comprendre, ce ne sont pas des migrants, des réfugiés politiques, mais des migrants économiques. Maintenant, ceci étant dit, beaucoup de migrants qui passent la frontière, parce qu'ils connaissent les subtilités du système et la complexité du système européen, disent avoir perdu leur passeport, mentent sur leur origine, pour justement demander un droit d'asile au titre d'être syrien ou irakien. Et ensuite, les administrants doivent clarifier ça, doivent enquêter. Et c'est ce qui prend du temps. Et c'est durant ce délai que les migrants peuvent disparaître dans la nature. Donc ceux qui savent qu'ils pourront avoir un asile, ils restent dans le système, mais ceux qui sont conscients de leur situation peuvent disparaître et après ils s'installent et ils commencent leur vie. Ça devient après difficile de les retrouver et de pouvoir les expulser le cas échéant. Merci beaucoup Nicolas. Merci également Paolo Levi d'avoir été avec nous en direct. Félix Boton qui était avec nous par Skype depuis la Hongrie. Un plaisir de vous avoir, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao.